Invitée aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, ils sont fidèles au rendez-vous. Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. En fin d'émission, Marie-Pierre Haddad nous rejoindra pour la parole aux électeurs. Vos interpellations en direct, n'hésitez pas, hashtag le grand jury. Alors Valérie Pécresse, voici ce que vous disiez en 2015 au magazine Elle. Si on perd la présidentielle en 2017, j'arrête la politique, je n'aurai plus la foi, disiez-vous. Vous voilà finalement candidate à l'investiture des Républicains pour vous présenter face aux Français. Alors que s'est-il passé entre-temps? Est-ce que vous avez retrouvé la foi ou est-ce que c'est toujours difficile en politique de passer la main? Vous savez, Monsieur Sportouche, c'est bien quand on cite une phrase de la citer in extenso et de ne pas la tronquer. Ce que j'ai dit ce jour-là, j'ai dit, si je ne gagne pas les régionales et si nous perdons en 2017, j'arrêterai la politique parce que je ne ferai pas un mandat de plus dans l'opposition. Je veux faire des choses. Donc, en réalité, comme j'ai gagné en 2015, j'ai gagné en 2015 ma région et donc je me suis réengagé dans la politique concrète parce que moi, ce que j'aime, c'est faire, c'est construire. Donc n'a pas freiné votre élan. Mais non, mais comme vous avez tronqué la phrase, évidemment, elle dit l'inverse. Vous dites en 2015, je gagne la région. Non, vous dites je gagne la région en 2015. À ce moment-là, si je ne la gagne pas, j'arrête la région. Et si je ne gagne pas en 2017, j'arrête la politique. Non, ma phrase, c'était je ne veux plus faire un mandat supplémentaire dans l'opposition. Donc soit je gagne la région en 2015, soit nous gagnons la présidentielle en 2017, mais dans tous les cas de figure, je ne ferai pas un deuxième mandat d'opposition. Et pourquoi je disais ça? C'est juste parce que je suis une femme qui aime le concret, qui aime changer la vie des gens, qui aime agir, et je ne me voyais pas faire 10 ans juste au Parlement à m'opposer par la parole. Alors justement, comment agir? Comment faire pour être la favorite, puisqu'aujourd'hui, vous êtes distancée dans les sondages et vous êtes distancée aussi au Congrès en termes de préférence des militants? Aujourd'hui, ce que je viens présenter, c'est un programme pour la France. Et j'ai l'orgueil de croire que ce projet, c'est le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est une France qui a mal à son école, qui a mal à sa justice, qui a mal à son hôpital. Et cette France qui a mal, je veux proposer un projet pour la relever. Oui, mais c'est important. Non, c'est important. Parce que est-ce que vous irez jusqu'au bout de ce congrès? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un bulletin Valérie Pécresse pour les adhérents LR le 4 décembre? Vous savez ce que Jacques Chirac avait répondu à Arlette Chabot, qui lui posait cette question en 1994? Il avait répondu « Vous êtes sérieuse ? C'est de l'humour ?» Alors je vous fais la même réponse, Monsieur Sportouche. Vous êtes sérieux? C'est de l'humour. Je vais dans ce congrès, je vais dans cette primaire interne, j'y vais pour la gagner. J'y vais pour la gagner parce que je pense que la bataille des idées, c'est moi qui vais la gagner. Et je vais la gagner parce que, regardez, on parle beaucoup d'immigration en ce moment. On parle beaucoup d'immigration et beaucoup de candidats à la présidentielle expliquent que si on les élit, il y aura immigration zéro à partir de mai 2022. C'est tout à fait impossible, ça n'est absolument pas crédible. Moi, j'ai posé sur la table un vrai projet de loi constitutionnel que je soumettrai à référendum. Ce projet de loi constitutionnel, il permet de réguler, de stopper l'immigration incontrôlée, de réguler vraiment l'immigration. C'est un projet de loi qui repose sur des quotas migratoires avec la possibilité de choisir les étrangers que l'on laisse entrer dans notre pays en fonction de leur capacité d'intégration. Oui, mais Monsieur Sportouche, c'est important. Vous êtes un journaliste politique. Vous vous intéressez au fond des choses, pas que à l'écume des choses. Toujours dans le fond des choses. On va venir détailler sur Adrien. Juste pour finir sur ce chapitre et les questions d'engagement, si vous perdez le congrès en décembre, est-ce que ça change quelque chose sur la suite de votre carrière politique? Est-ce que vous direz c'est pas grave, je continue, ou est-ce que vous direz bon bah j'arrête? Mais les Franciliens m'ont renouvelé leur confiance il y a à peine 3 mois. Je leur ai promis que le projet que je portais pour l'Île-de-France serait mis en œuvre. Il sera mis en œuvre. Non, moi, je veux porter ce projet que j'ai pour ma région, je veux le porter au niveau de la nation. Parce que je crois qu'il faut rétablir l'ordre. L'ordre dans les comptes et l'ordre dans la rue. Il paraît que c'est un mot qu'a employé Édouard Philippe. Eh bien, ce réquisitoire impitoyable contre Emmanuel Macron, moi, j'en serai
le réparateur, j'en serai celle qui rétablira l'ordre. Donc, mais juste une toute dernière question quand même sur les Républicains. Si vous perdez ce congrès, est-ce que vous restez chez les Républicains puisque vous venez de récupérer reprendre votre carte? Est-ce que vous resterez chez les Républicains? Ce qui s'est passé, c'est que les Républicains m'ont tendu la main. Ils ont accepté que je puisse être leur candidate et les représenter à la présidentielle de 2022. Ils ont tendu la main, je l'ai saisie. Et c'est tout à fait logique puisque j'accepte d'être désignée. J'accepte d'être désignée par les militants républicains comme leur candidate. Donc je reviens aux Républicains et évidemment j'y resterai. J'y resterai en tant que femme libre, puisque libre, mais vous savez, est un mouvement associé aux Républicains qui permet la double appartenance. Vous revenez quand même sur ce que vous avez dit en 2019, en quittant le parti. Vous jugiez que c'était une droite, une deuxième droite, un parti cadenassé. Finalement, tout ça s'est balayé. Aujourd'hui, vous dites que ça a changé. Oui, bien sûr. Je suis partie parce que j'ai eu l'impression que le parti était cadenassé de l'intérieur, verrouillé de l'intérieur, et qu'il ne voulait pas m'y faire ma place. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse, puisqu'aujourd'hui, les Républicains disent « nous acceptons que vous soyez notre candidate à la présidentielle ». Le parti a fait un grand pas, je fais aussi, de mon côté, un grand pas. Ça veut dire que vous allez dissoudre Libre pour vous réassocier pleinement aux Républicains désormais? Ça veut dire que Libre, qui est un mouvement associé aux Républicains, continuera d'exister, mais que ce que je souhaite, c'est que les Républicains deviennent le grand parti de la reconquête et de l'alternance. On a besoin de s'élargir. Vous savez, Nicolas Sarkozy le disait lui-même. Il disait, quand on s'élargit, on gagne. Quand on se rétrécit, on perd. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle de voir tous les anciens républicains revenir pour essayer de construire ensemble une maison commune. Et concrètement, vous avez, ça y est, votre carte à LR. Vous avez fait le chèque pour la cotisation. Je vais le faire. Mais je ne crois pas que ce soit une question d'argent entre nous. Donc pour l'instant, c'est une question de confiance. C'est en cours. Alors nous reviendrons bien sûr dans la seconde partie de cette émission sur le Congrès des Républicains. Comment trouver les mots pour en convaincre les adhérents alors que vous avez, on le rappelait, tourné le dos à ce parti avec fracas il y a à peine 2 ans. Mais d'abord, le sujet prioritaire des Français. Alors, je n'ai jamais quitté la droite, monsieur Sportou. Je n'ai jamais quitté mes convictions. J'ai dit vous avez quitté le parti, pas la droite. Mais d'abord, le sujet prioritaire des Français, vous disiez que c'est l'immigration, mais dans les sondages et dans le nôtre, notamment le BVA de cette semaine, ce qui les importe, ce qui les préoccupe, c'est leur porte-monnaie, le pouvoir d'achat. Première question, Marion Mourgue, sur le prix de l'essence. Oui, le prix de l'essence aujourd'hui flirte avec les 2 € dans certaines pompes. Le gouvernement envisage un chèque énergie, un chèque essence pour les plus modestes. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée, ça va dans le bon sens et il faut encourager cette idée? De toute façon, vous avez bien compris quelle était la stratégie du président Macron dans ces 6 prochains mois. C'est-à-dire? C'est un chèque tous les jours. Voilà. Donc dès qu'il y aura un problème, on pourra en appeler à l'État pour faire un chèque. Et il ne faut pas le faire. Le sujet, bien sûr, aujourd'hui, il y a un vrai choc sur le prix de l'énergie. Pas seulement d'ailleurs sur l'essence à la pompe, mais aussi sur l'électricité, puisque nous avons un prix de l'électricité qui est calculé de manière totalement ubuesque sur le prix du nucléaire français, mais aussi sur le prix du gaz. Le gouvernement a déjà annoncé sur l'électricité que la hausse serait plafonnée à 4%. Oui, c'était le chèque de la semaine dernière. Oui. C'était, on gèle les prix de l'électricité jusqu'en avril. Tiens, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en avril? Peut-être des élections présidentielles. Vous comprenez bien. Vous dites qu'il ne fallait pas faire ce blocage des prix. Avec Emmanuel Macron, l'addition, c'est après les élections. Et donc, effectivement, il y aura sans doute une mesure de pouvoir d'achat qui sera prise avant l'élection. Moi, ce que je crois être prioritaire sur cette hausse de l'essence, c'est d'aider ceux qui ont des tarifs plafonnés. Je vous explique. Par exemple, les infirmières. Les infirmières, quand elles se déplacent à domicile, elles ont un forfait pour payer leur déplacement. Et ce forfait, il doit être relevé avec les prix de l'essence. De la même façon, SOS Médecins, par exemple, qui font des visites à domicile, là aussi, ils ont des surcoûts liés à l'essence. Est-ce que c'est suffisant sur pour toucher tous les plus modestes? Sur les salariés, il y a, vous le savez, une prise en charge à moitié par les employeurs des forfaits kilométriques. Là aussi, peut-être qu'on pourrait envisager d'autoriser une prise en charge plus importante par l'employeur. Donc c'est l'entreprise qui devra payer. Pour permettre aux salariés de pouvoir se déplacer. Mais Valérie Pécresse, qu'on comprenne bien, on fait le même constat que vous, il y a eu des chèques distribués par le président et le gouvernement. Mais est-ce que vous nous dites aujourd'hui, il ne fallait pas les faire, il ne fallait pas bloquer les prix du gaz et de l'électricité, il ne fallait pas donner d'aide supplémentaire de chèque énergie? Sur l'électricité, ce que je pense, c'est que depuis le début, on a fait fausse route. On a fait fausse route sur la fixation du prix de l'énergie. On a fait fausse route parce qu'on a accepté non pas de fixer les prix de l'énergie à partir du nucléaire qui est l'énergie française, mais
au niveau européen, à partir aussi du prix des centrales à charbon et centrales au gaz. Donc à partir de ce moment-là, on a faussé les prix de l'énergie pour les Français, alors qu'ils pourraient avoir une énergie beaucoup moins chère. Oui, mais ça veut dire qu'il faut négocier au niveau européen de fixer différemment les prix de l'énergie. Et par ailleurs, nous avons une aberration française qui est que sur la facture d'électricité, vous le savez, vous avez des taxes pour le service public de l'énergie, des taxes pour les collectivités locales, des taxes pour les électriciens. Et puis sur ces taxes, vous avez une TVA. Donc vous avez une taxe au carré, une taxe sur la taxe. Moi, ce que je ferais, parce que ça c'est une aberration fiscale, je supprimerais la TVA sur ces taxes. Mais, je reviens sur la question qui vous est posée. Il y a dans les caisses de l'État 20 milliards d'euros supplémentaires de recettes fiscales aujourd'hui, grâce à la reprise économique. À quoi vous les affectez, ces 20 milliards, si, par exemple, vous ne faites pas un chèque carburant immédiat? Vous les affectez à la dette, vous, Valérie Pécresse? Imaginons que vous soyez présidente aujourd'hui. Mais monsieur Sportouche, nous avons 200 milliards de déficit. Bien, donc vous les mettez directement dans les... Il n'y a pas de cagnotte, il y a 200 milliards de déficit. Donc cette cagnotte, c'est de l'enfumage. Mais c'est de l'enfumage, vous ne pouvez pas rentrer dans ce mode de raisonnement, c'est de l'enfumage. La notion même de cagnotte a été... La notion même de cagnotte a été inventée par le ministre des Finances pour justifier des dépenses, alors que nous sommes à 117% de dette et à 200 milliards de déficit. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu une interview de François Bayrou dans le journal du dimanche. Sur cette question du pouvoir d'achat. Celle-là est quand même extraordinaire. François Bayrou a fait toute sa carrière politique sur l'idée qu'il ne fallait pas léguer trop de dettes aux générations futures. D'ailleurs, il vous égratine beaucoup dans Monsieur Sportouche, il dit que votre proposition est un abus de confiance. Oui, mais attendez, on va y revenir. Justement, c'est très intéressant. Monsieur Bayrou a fait toute sa carrière sur le fait qu'il ne fallait pas, que c'était immoral de léguer des dettes aux générations futures. Et aujourd'hui, il est le soutien d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait s'envoler la dette de la France à 117% de la richesse nationale. Le Conseil d'analyse économique vient de rendre une étude dans laquelle il dit que la France est le 26e pays sur 38 en termes de coût de la crise Covid. Ça veut dire que la crise Covid a coûté beaucoup plus cher en France que partout ailleurs. Mais vous dites on a trop dépensé pour aider les entreprises et les Français. On n'a pas forcément bien dépensé, et ça va être malheureusement au prochain président de la République qu'incombera la responsabilité, ou à la prochaine présidente, qu'incombera la responsabilité, comme l'a dit Édouard Philippe lui-même. Mais l'accusation vient de l'intérieur, de remettre de l'ordre dans l'économie. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est la vraie droite, alors, si je comprends bien. Non, pas du tout. C'est très extraordinaire. Comment peut-on s'accuser soi-même avec autant de... Mais pardon, je n'ai pas compris, Valérie Pécresse, qu'on dit que quoi qu'il en coûte a été mal affecté. Sur quoi concrètement, par exemple? À quel moment l'État a été trop généreux et avec qui? Et par exemple, aujourd'hui, on le voit bien, on voit des appels à projets qui se multiplient dans une complexité bureaucratique incroyable et qui ne sont pas forcément souscrits, des dépenses qui ne sont pas faites. Vous le savez bien, le plan de relance, il a été dépensé qu'à 40%. Donc en réalité, tout ça, c'est des effets d'annonce et c'est beaucoup de dépenses pour finalement un résultat qui n'est pas été dépensé complètement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour le coup, on n'a pas tant dépensé que ça. Alors. Le bon. Écoutez, 200 milliards de déficit, 117% de dette. Sur le pouvoir d'achat et François Bayrou, je comprends. Il revient sur votre proposition d'augmentation des salaires. Il faut qu'on contextualise ce qu'il dit de vous. Parce que vous avez fait une proposition, Valérie Pécresse, d'augmenter les salaires de 10% en allégeant les charges pour les salaires allant jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Il dit que c'est pas réaliste. Il dit que c'est pas réaliste. Il dit que c'est arrangé dans les promesses du Père Noël. Eh bien, là encore, je comprends que je touche un point qui fait mal. Parce que pour financer cette hausse des salaires, qui résultera de la fiscalisation des cotisations retraite salariales, pour financer cette hausse des salaires, je vais faire les réformes qu'Emmanuel Macron a promises et qu'il n'a pas faites pendant son quinquennat. Je vais faire la réforme des retraites avec un départ... Mais ça prend 2 ans. Ça veut dire que les salaires seraient augmentés que dans 2 ans. Il faut le temps de ces réformes. Madame Mourgue, si vous ne me laissez pas expliquer comment je fais, personne ne va comprendre. Donc je ferai la réforme des départs en retraite
à 65 ans. Je ferai la réforme de la dégressivité des allocations chômage. Je ferai la réforme de la décentralisation avec la suppression des doublons. Parce que nous sommes le pays champion du monde des impôts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos services publics ne sont pas champions du monde. Ni pour ce qui est de protéger, ni pour ce qui est d'éduquer, ni pour ce qui est de soigner. On parle d'augmentation des salaires. Non, mais attendez, mais moi je vous parle de réduction de la dépense. Parce que si on veut augmenter les salaires... Mais attendez, pourquoi faire porter, juste sur l'augmentation des salaires, puisque vous y êtes, pourquoi faire porter... Et la dernière réforme, c'est la débureaucratisation. Et là, pour le coup, la France est championne du monde. Emmanuel Macron n'a rien fait. Il y a beaucoup de dépenses publiques. Alors pourquoi faire porter le coût de l'augmentation des salaires par l'État plutôt que de dire on laisse les acteurs économiques prendre en main cette question et gérer entre patrons et syndicats cet enjeu? Parce que comment vous pouvez dire à la fois on dépense trop et rajouter une dépense supplémentaire? D'abord, nous ferons évidemment, quand je serai élu, une conférence salariale et une conférence avec l'ensemble des partenaires sociaux pour voir qui peut faire quoi. Mais, je le dis, ça fait des années que la droite plaide pour arrêter ce qu'on appelle le choix du chômage de masse. Le choix du chômage de masse, c'est faire payer notre protection sociale par des cotisations sur les salaires. Parce que ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que le SMIC net, il est à 1 258 € et que le SMIC brut, il est à 1 589 €. Donc ça veut dire que le coût pour l'entreprise est énorme. Et par ailleurs, il se rajoutent les charges patronales au niveau du SMIC. Donc on est à plus de 1 600 € pour un SMIC chargé. Donc vous voyez bien qu'il reste encore des possibilités sur toute l'échelle des salaires de financer autrement notre protection sociale et de donner davantage de pouvoir d'achat aux salariés. Parce que moi, je veux que le travail paye, qu'il paye plus que l'assistance et qu'on arrête d'avoir des personnes, et on le sait bien, qui prennent les minima sociaux, travaillent au noir, prennent les aides, au lieu de reprendre un travail salarié. 1 million d'emplois non pourvus. Qui disait c'est le cancer de la société, l'assistanat. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Il y a des gens qui sont trop assistés qui pourraient y travailler. Moi, je dis l'inverse. Je dis c'est la dignité, c'est le travail. La dignité d'une personne, c'est sa capacité à avoir un travail bien rémunéré, à vivre décemment de son travail. Vous savez, je vois aujourd'hui dans toute la France des Français qui sont exténués de travailler autant pour un salaire aussi faible. Et donc le sujet, eh bien, si on veut revaloriser les salaires, si on veut valoriser le travail, c'est de fiscaliser la protection sociale. Et on entend peu le MEDEF vous soutenir, les grandes entreprises vous soutenir justement sur cette proposition d'augmentation des salaires de 10%. Pourtant, ça ne leur coûtera rien, je le dis. C'est l'augmentation des salaires nets. Sans doute parce qu'aujourd'hui, les entreprises se disent que je n'aurai pas le courage de faire les réformes de baisse des dépenses parce qu'aucun autre homme politique n'a eu ce courage. Eh bien moi, ce courage, je l'aurai parce que je l'ai déjà eu dans ma région. Dans ma région, j'ai supprimé 15 structures, j'ai fait 2 milliards d'économies, j'ai baissé les dépenses tous les ans et cet argent que j'ai récupéré, je l'ai utilisé pour financer les priorités qui étaient les miennes, les transports, les lycées, la transition numérique, la transition écologique. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'État doit se recentrer sur ces 3 missions essentielles. Valérie Pécresse. Éduquer, protéger, soigner et arrêter de dépenser l'argent à autre chose. Oui, je ferai ces réformes. Est-ce qu'on travaille suffisamment en France aujourd'hui? Le président de la République nous dit cette semaine, quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. Ça reste vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On ne travaille pas assez en France. En fait, il faut calculer non pas seulement sur la semaine, il faut calculer sur l'année. Il faut calculer sur la vie active. Il le dit. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais oui, il a raison. Techniquement, statistiquement, il a raison. En nombre d'heures, nous travaillons moins. Mais pour donner envie aux Français de travailler plus, là encore, il faut que la rémunération du travail soit au rendez-vous. Il faut aussi que la reconnaissance soit au rendez-vous. Il faut que le fait de travailler vous accorde des avantages. Je vous donne un exemple, Monsieur Sportouche. Aujourd'hui, si vous voulez un logement social, c'est plus facile d'avoir un logement social quand on est avec un minima social que quand on est intérimaire ou quand on est en travail à temps partiel, parce qu'on a des ressources, ou en CDD, parce qu'on a des ressources qui ne sont pas sûres. Et pour un bailleur social, c'est toujours un peu anxiogène de prendre quelqu'un qui n'a pas des ressources sûres. Le temps de travail. Et on n'est pas droit au logement obligatoire. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une politique, si on veut faire une société du travail, si on veut vraiment redonner de la dignité par le travail, ça veut dire que les travailleurs de première ligne d'une ville, ils doivent être aussi prioritaires dans le logement social. C'est pas normal qu'une aide-soignante doive faire 2 heures de trajet pour venir travailler dans une ville. C'est pas normal qu'on ne trouve plus mais sur le temps de travail, qu'on ne trouve plus de policiers. Sur le temps de travail, est-ce qu'il faut revenir aux 39 heures, payer 39? Est-ce qu'il faut mettre fin vraiment et clairement aux 35 heures? Moi, ce que je propose, c'est différent.
Aujourd'hui, vous savez bien que le travail est en train de se transformer complètement et le télétravail va devenir la norme dans de nombreux métiers. Donc je crois que faire référence à une durée légale du travail à 35 heures, figée dans le marbre, gravée dans le marbre, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est, dans le cadre du droit européen du travail bien sûr, c'est pouvoir négocier, métier par métier, entreprise par entreprise, le temps de travail et la rémunération. De ce point de vue, je pense qu'il faut libérer à la fois les énergies et libérer les négociations. Vous dites négocier très bien, mais avec l'objectif pour vous d'atteindre combien d'heures? Ce serait quoi les objectifs raisonnables? Ce sera une négociation libre au sein de l'entreprise sur le travail et sur le salaire. Le maximum en Europe, c'est 48 heures par semaine. Donc ce que vous dites là aujourd'hui, c'est que on pourrait aller jusqu'à 48 heures. Ce que je dis, c'est que il faut libérer complètement la négociation sociale. Moi, je fais confiance à la négociation sociale sur le temps de travail. Si c'est au cas par cas, vous craignez pas une usine à gaz, que ça prenne énormément de temps, qu'il y ait des disparités de région ou de secteur à secteur? Personne ne sera obligé de renégocier les accords. C'est-à-dire, si une entreprise a un accord 35 heures qui lui va bien, elle pourra tout à fait le garder. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit au niveau de l'entreprise qu'on négocie le temps de travail, aussi en fonction de l'état du marché du travail. Vous savez, de temps en temps, les entreprises ont des pics, elles doivent demander des dérogations, des pics d'activité. Là, on voit bien qu'on est en pleine relance, donc il faudrait pouvoir travailler plus. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse fonder sur la négociation sociale en entreprise les conditions de travail. Et c'est d'autant plus important qu'il n'y aura pas grand-chose à voir dans quelques années entre les conditions de travail de quelqu'un qui pourra télétravailler 2 ou 3 jours, donc s'économiser des heures de transport, et quelqu'un qui sera évidemment en travail posté. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est les nouvelles inégalités du travail aujourd'hui, c'est entre des personnes qui doivent se rendre au travail et des personnes qui peuvent s'économiser des heures de transport. Ceux qui nous écoutent savent à quel point la droite avait critiqué les 35 heures. Aujourd'hui, on a l'impression que remonter la durée du temps de travail, relever, est un tabou à droite. Eh ben, pas chez moi. Aujourd'hui, vous dites pas 39 heures, on le fait entreprise par entreprise, on se mouille pas. Ce que je dis, c'est liberté au sein des entreprises. Ça peut aussi être liberté de négociation. Et donc sans cadre national. Vous disiez tout à l'heure, le temps de travail, il faut le regarder par semaine, par année et tout au long de la vie. Vous avez beaucoup cité Édouard Philippe depuis le début de cette émission. Il se trouve que lui, il a évoqué un âge légal qui pourrait être repoussé jusqu'à 67 ans. Est-ce que c'est un horizon souhaitable? Est-ce que vous partagez cet objectif? Bon, écoutez, il a absolument rien fait quand il était Premier ministre. Donc, je pense qu'il faut qu'il reste modeste sur sa capacité à réformer le pays. Cet argument de la crise sanitaire, vous le relevez en aucun cas, vous ne le retenez pas pour qu'ils aient pu être empêchés dans leur action. Attendez, pardon, vous avez une petite idée de la chronologie des choses. La grande grève là, pour les retraites, c'était 1 an avant la crise Covid, monsieur Sportouche, ça ne vous a pas échappé, quand tous les trains étaient à l'arrêt. Une réforme a été mise en... La réforme des retraites a été abandonnée en rase campagne avant la crise Covid. Mais pour en revenir à vos propositions, je pense que ce qu'il faut faire, et c'est déjà une marche énorme, c'est porter l'âge de la retraite progressivement d'ici 2030 à 65 ans. Et c'est ce que font la plupart des pays, ont déjà fait, la plupart des pays qui nous entourent. Alors bien évidemment, ça ne s'appliquera pas aux Français qui sont usés par un travail pénible. Et pour la pénibilité du travail, il faudra mettre en place des mécanismes de compensation. Et si on travaille jusqu'à 65 ans, on pourra financer cette hausse de salaire dont je vous parlais. On pourra financer aussi un minimum contributif, c'est-à-dire une retraite minimale pour tous ceux qui auront cotisé toute leur vie au SMIC net. Parce que moi, je ne me résigne pas à ce que ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont commencé parfois très tôt, ne puissent pas vivre dignement de leur retraite. C'est pas très éloigné de la réforme qui a été proposée par le gouvernement, si ce n'est que c'est encore plus de dépenses parce qu'il faut bien financer, dans ce cas-là, ce minimum. Monsieur Gindre, à 65 ans, ce qui n'est pas du tout ce que propose le gouvernement, on peut avoir un SMIC net de retraite en minimum contributif, en retraite minimum contributive. Nous avons fait tous les calculs. Mais vous savez, je trouve incroyable que vous me disiez ça n'est pas très loin de ce que propose le gouvernement. Mais que ne l'a-t-il fait? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a Emmanuel Macron candidat qui est en train de s'excuser de tout ce qu'Emmanuel Macron président n'a pas fait. Enfin, on voit bien, le président de la République aujourd'hui, c'est dépenses et repentance. Voilà. Il a eu tort de discuter, de consulter. C'est-à-dire si vous êtes présidente demain, vous ne prenez ni le temps de la discussion ni le temps de la consultation, vous imposez la réforme dès votre élection? Bien évidemment, nous concerterons. J'ai fait la réforme de l'autonomie des universités, qui était la plus difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai fait 70 heures de concertation et de réunion moi-même avec les syndicats avant de porter la réforme sur les fonds baptismaux. Mais oui, il faudra concerter, oui, il faudra expliquer, oui, il faudra convaincre, mais il faudra y aller aussi. Parce qu'à un moment, il faut décider. Vous savez, la politique, à un moment, c'est décider.
Valérie C'est Pécresse, peut-être puisqu'on ça parle qui des manque au retraites, gouvernement. vous parliez des retraites, avant sa retraite, au moment de sa retraite, on peut faire des donations. Eh bien, vous souhaitez, vous, que les donations soient défiscalisées jusqu'à 100 000 euros tous les 6 ans. Aujourd'hui, c'est 15 ans, Valérie Pécresse. Quand on entend ça, on se dit Valérie Pécresse sera la présidente des riches. Parce que ce sera d'abord ceux qui seront favorisés, seront ceux qui auront du patrimoine à transmettre, pas les autres. Toutes les donations seront défiscalisées, y compris les donations, Oui, mais les petites donations. Oui, mais encore faut-il avoir de quoi Le plafond, donner. 100 000 Oui, euros. mais vous savez peut-être, Monsieur Sportouche, que depuis la crise Covid, il y a 200 milliards d'euros d'épargne qui s'est accumulé chez les Français. 200 milliards d'euros d'épargne. Pas forcément chez les classes populaires. Parce qu'on n'a pas, Valérie parce qu'on n'a pas pu consommer, parce qu'on n'a pas pu dépenser. Et moi, je veux faire un choc de transmission. Je veux que les jeunes puissent avoir un vrai coup de booster et avoir une vraie relance. Mais c'est-à-dire que les enfants des plus riches seront les plus favorisés. On reproduit les inégalités de génération en génération. Mais surtout, on essaye d'éviter qu'ils aient à attendre la succession de leurs grands-parents ou de leurs parents, et on permet aux classes moyennes, parce que on peut avoir 15 000 euros à donner, on peut avoir 20 000 euros à donner à un petit enfant. Aujourd'hui, ça n'est pas autorisé, et avec moi, ça le sera. Et vous allez voir que ça va faire un choc de pouvoir d'achat chez les jeunes. Ce choc de pouvoir d'achat, il va bénéficier à toute la société. Parce que quand les jeunes auront cet argent, ils le dépenseront. Ceux qui n'ont rien à donner Ils le paieront pour ceux dépenseront. qui ont à donner. Puisque vous défiscalisez, ceux qui n'ont rien à donner aujourd'hui, qui n'ont pas cette capacité-là, eh bien devront, eux, subir ce choc de fiscalité. Tout le monde profite. Non, parce que ce choc de C'est eux qui fiscalité, en vont- réalité, pardon, mais il ne coûtera rien, puisque c'est de la défiscalisation. Il coûtera dans 20 ans, dans 30 ans, quand les aînés Donc décéderont. vous porterez cette Mais cette proposition, elle est très importante pour relancer la machine et permettre aux jeunes de s'installer. Mais pardon, Monsieur Sportouche, vous avez bien vu mes propositions pour les jeunes défavorisés, qui sont aussi très puissantes, comme la création d'une banque nationale des jeunes, qui permettra à tous les jeunes de financer leurs études pour éviter l'autocensure des jeunes des familles modestes qui ne peuvent pas financer leurs études. Vous avez vu que je remettrai aussi les bourses au mérite pour les bacheliers, mention très bien, défavorisés, que la gauche a supprimés, alors qu'ils sont des figures d'exemplarité pour la République. Vous avez vu que pour les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, je proposerai un revenu jeune actif, c'est-à-dire pour ceux qui vont dans les métiers qui recrutent, et uniquement dans les métiers qui recrutent, un budget de 670 € par mois pour qu'ils aillent se former. Et c'est évidemment le contraire du RSA jeune que veut faire Emmanuel Macron. Alors ne m'accusez pas de ne pas prendre en compte la jeunesse défavorisée. Aujourd'hui, on a beaucoup de dépenses pour les jeunes défavorisés et il faut les assumer parce qu'ils ont besoin que chaque jeune de France ait sa chance. Et ça, c'est mon projet. Mais il faut aussi permettre aux classes moyennes de pouvoir faire ce choc de transmission. Vous, présidente. Le grand jury. Vous, présidente. Valérie Pécresse, pour ou contre, si vous étiez donc présidente, pour ou contre geler l'augmentation des impôts pendant toute la période de votre mandat? Moi, je ne me lierai pas les mains parce qu'il peut y avoir des impôts qui sont bons, des impôts qui sont mauvais. Il peut y avoir besoin de transformer un certain nombre de la structure de notre fiscalité. Mais ce que je veux, c'est baisser les impôts. On ne peut pas rester champion du monde des impôts et champion du monde. Quand vous dites vous ne vous lirez pas, ça peut dire que ça peut également augmenter si besoin. Ah non, bon alors là... Vous prenez l'engagement que vous n'augmenterez pas les impôts. Écoutez ma réponse. Mais justement, je l'écoute. C'est fatigant parce que vous me coupez et vous non, n'écoutez pas pas du ma tout. réponse. Si. Ce que je vous ai dit, c'est que je ne pouvais pas m'engager sur l'ensemble des impôts à ne pas les toucher parce que je vais changer les curseurs. Aujourd'hui, la fiscalité, elle doit être plus écologique. Elle doit être moins, je l'ai dit, sur l'électricité. Donc, je changerai la fiscalité, mais je baisserai globalement les impôts. C'est mon but. Et ce que je veux aussi, c'est des services publics, qu'on en ait pour son argent. Parce que vous ne m'avez pas parlé de ma réforme de l'école, vous ne m'avez pas parlé de ma réforme de la santé. On a parlé d'autre chose. Oui, Valérie mais c'est Pécresse. important de savoir comment on dépense mieux l'argent des C'est contribuables. pas forcément un meeting, c'est une émission. Donc c'est pour ça que je continue votre questionnaire. Pour Pour ou contre, Valérie Pécresse, allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines? Moi, je suis attachée aux équilibres de la loi Veil. Contre. Contre. Pour ou contre, démonter les éoliennes existantes? Oh bah, ça va nous coûter encore combien tout ça? Non, mais contre. Ce que je veux sur les éoliennes, c'est qu'on puisse concerter avec les territoires et prendre les décisions en fonction des territoires et en protégeant nos paysages et nos ressources de pêche. Pour ou contre la baisse du nombre de parlementaires, Valérie Pécresse? C'est pas la priorité du pays. D'accord. Pour ou contre le retour du cumul des mandats pour les petites communes, députés, maires?
C'est une question qui se pose et qui peut être posée parce que on est allé un peu loin dans le non-cumul. Et globalement, le retour du cumul pour toutes les fonctions et toutes les c'est mairies. pas non plus une priorité pour le pays. Pour ou contre un mandat présidentiel unique? Contre, parce que je pense qu'il faut 10 ans pour réformer un pays. Donc vous gardez le quinquennat renouvelable une fois, Oui. voire 2 fois? Non, on s'arrête à 10 ans. Une Très fois. bien. Enfin, pour ou contre vous, présidente Valérie Pécresse, une femme à Matignon? Ah, tout à fait pour. Et vous souhaitez que ce soit une femme si vous êtes élue présidente? Mais moi, je juge les gens en fonction de leurs compétences, pas en fonction de leur sexe, de leur origine, de leur religion. Pardon, Monsieur Sportouche, cette question, pour moi, elle n'a pas de sens. Eh bien, au moins, vous y avez répondu. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury avec Valérie Pécresse. À tout de suite. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Valérie Pécresse, hier, Emmanuel Macron a dénoncé des crimes inexcusables pour la République à propos des crimes d'Algériens le 17 octobre 1961. Adrien Gindre. Est-ce que vous saluez ce geste du président de la République ou est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui, comme Éric Ciotti, dénoncent, je cite, une propagande victimaire anti-française indécente et plus globalement une repentance inutile? Ce que je crois, c'est que quand on veut réconcilier les mémoires, il faut veiller à ne pas enflammer les mémoires. Ça veut dire que, oui, cette répression sanglante du 17 octobre 1961 a été une tragédie. Mais j'aurais aimé que le président de la République associe à la mémoire des victimes de cette manifestation la mémoire des 22 policiers français qui ont perdu la vie dans des attentats FLN cette même année 1961. Parce que si ça ne se justifie pas, forcément, ça ne justifie pas la violence et la brutalité de cette répression, ça peut l'expliquer aussi. Vous savez, la réconciliation des mémoires, ça se fonde sur la vérité historique. La vérité historique, elle n'est pas toute blanche, toute noire. Elle a des zones grises. Et c'est le travail des historiens, c'est aussi le travail du président de la Mais République. donc les dizaines de morts de ce jour-là, pour vous, ne sont pas forcément inexcusables, comme dit le président de la République? Si, mais tout autant que les 22 policiers morts dans des attentats FLN cette même année, qui ont été en partie à l'origine de cette sanglante répression. Quand vous dites tragédie, vous visez qui? L'État français ou vous visez collectivement l'ensemble des personnes qui ont été victimes? Vous avez utilisé ce terme de tragédie. Tragédie pour les victimes, tragédie inexcusable, a dit le président de la République. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que pour se réconcilier, il faut être deux. Et pour se réconcilier, il faut faire le travail à deux. Il y a eu des victimes algériennes, il y a eu des victimes françaises. Et ce travail de réconciliation, on n'arrivera pas à le faire si on n'est pas deux pour le faire. Regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France et l'Allemagne se sont réconciliées la main dans la main, chacun prenant sur elle. Que l'Algérie ne le fait pas suffisamment. C'est-à-dire que l'Algérie ne le fait pas suffisamment. En tout cas, ça ne peut pas être une réconciliation à sens unique, ça ne peut pas être une repentance à sens unique, et là-dessus, je ne céderai pas. Alors, on en vient à vos propositions, et notamment sur la justice, puisque demain s'ouvrent les états généraux de la justice promis par Emmanuel Macron, où il fera plusieurs propositions et où va s'enclencher un cycle de négociations. Sur vos propositions, Marion Mourgue. Ici même au grand jury, il y a 2 ans, vous aviez proposé des peines territorialisées, c'est-à-dire que selon les quartiers, la peine pouvait être plus forte si les quartiers étaient criminogènes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez la même proposition? Ça avait été jugé anticonstitutionnel. Mais d'abord, ça ne l'est pas. Et par ailleurs, le Danemark avait proposé cela dans le cadre d'une stratégie pour lutter justement contre un certain nombre de carrefours de trafic, de carrefours de la délinquance, pour essayer d'aller lutter au plus près. On peut tout à fait territorialiser des peines. Vous êtes sûr de ça, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ce que disent les constitutionnalistes, vous qui êtes conseillère d'État, oui. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est stipulé, je le cite, « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Oui, c'est absolument exact, mais on peut tout à fait estimer que territorialement, on a des peines qui sont différenciées. Par exemple, c'est une circonstance aggravante de commettre une peine dans un lieu dans lequel, aujourd'hui, on en commet beaucoup trop. Voilà. Donc vous la maintenez, cette proposition? Cette proposition, elle est intéressante. Elle permettrait de venir à bout d'une situation que l'on constate, c'est que malheureusement, les crimes et les délits se concentrent au même endroit. Je vous donne un exemple. Ça va vous surprendre parce que ce n'est pas celui que vous attendez, j'imagine. Les Champs-Élysées.
Voilà, les Champs-Élysées sont aujourd'hui, et les grandes artères commerçantes de toutes les grandes villes de France, sont aujourd'hui en prise systématique avec le pillage et avec le saccage à chaque fois qu'il y a une manifestation. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans ces grandes artères commerçantes, dans lesquelles on a le droit de manifester, bien sûr, eh bien, quand on saccage, quand on pille, eh bien, l'amende est double. Donc, vous ne piller dans les rues adjacentes? Non, c'est pas ça. L'idée, c'est d'arriver à vraiment faire des peines qui changent quelque chose, qui changent la donne. Si on manifeste dans ces rues, il faut protéger doublement les commerçants de ces rues. C'est ce que je veux dire. Mais vous savez, le sujet de la peine, c'est simple, c'est qu'il faut lutter contre l'impunité. Et quand le sentiment d'impunité se répand dans un territoire, c'est très difficile d'éradiquer le crime. Aussi rapide. Écoutez les policiers, ils vous diront que c'est toujours au même endroit que se commettent les délits. Et quand un territoire est enquisté dans la délinquance, c'est très difficile de l'éradiquer. Il y en a qui disent que, Valérie Pécresse, vous aviez fait, quand vous avez fait cette proposition donc il y a 2 ans, c'était du Éric Zemmour avant l'heure. Ça fait des années que je plaide pour un plan Orsec pour la justice de notre pays. Je parle des peines Nous avons, pénalisées. oui, mais enfin, on va peut-être élever un tout petit peu le débat. J'ai répondu sur cette question. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est une justice totalement engorgée, noyée, des juges qui ont des piles de dossiers comme ça. D'ailleurs, je demande solennellement, puisque nous sommes à la veille des États généraux de la justice, je demande une opération vérité au gouvernement. Cette opération vérité, c'est de nous dire quel est le stock d'affaires civiles qui n'est pas jugé aujourd'hui, quel est le stock d'affaires pénales qui n'est pas jugé, combien de temps les Français vont attendre pour avoir le changement de leur garde d'enfants, pour avoir le règlement de leurs différents voisinages, combien de temps ils vont attendre pour faire condamner celui qui les a insultés, celui qui a dégradé leur voiture ou celui qui les a cambriolés. Aujourd'hui, nous avons une justice pour laquelle nous dépensons moitié moins il se trouve que l'Allemagne fait des augmentations records, Valérie Pécresse, du budget de la justice. Alors, oui, c'est très intéressant, Monsieur Gindre. Est-ce que vous savez, depuis 3 ans, il y a donc un budget qui a beaucoup augmenté, notamment en investissement pour construire ces fameuses nouvelles places de prison, dont nous n'avons absolument pas vu la couleur dans ce quinquennat. Donc, faut quand même construire les prisons, Valérie oui, mais Pécresse. attendez, c'est intéressant. Et vous auriez pu en construire davantage quand vous étiez vous-même à ce moment-là. C'est intéressant, oui, il y a 20 ans. C'est intéressant, Monsieur Sportouche, de voir que ces budgets d'investissement très importants qui ont été votés depuis 3 ans pour construire des prisons, eh bien, un tiers de ces budgets n'ont pas pu être dépensés. Ça veut dire qu'on a mis de l'argent, l'État facialement a mis de l'argent, a dit aux Français, on met le paquet sur les prisons, et l'équivalent d'une année d'investissement n'a pas été dépensé. Il est allé où alors? Donc vous voyez, mais parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une vraie mobilisation pour la justice et pour ces projets de prison. Alors qu'est-ce que je vous propose? Annonce des places de prison qu'il ne veut pas construire. Je ne comprends pas le... Non, il n'arrive pas à dépenser l'argent qu'il met. Donc effectivement, il augmente le budget, mais le système est tellement désorganisé, n'arrive pas à suivre en réalité. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est augmenter le budget de la justice d'à peu près 50% sur le quinquennat. C'est ça qu'il faut sur le prochain quinquennat. Il faut une loi de programmation pour la justice. Pourquoi une loi de programmation? Parce que pour dépenser l'argent, il faut programmer les recrutements, programmer les travaux, programmer le budget. Aujourd'hui, vous avez 2 budgets, vous avez deux actions. Vous avez le budget des tribunaux et vous avez le budget de l'administration pénitentiaire. Le budget des tribunaux, il est d'à peu près 6 milliards d'euros. Moi, ce que je propose, c'est de l'augmenter de 3 milliards d'euros supplémentaires pour recruter. 40%, ce serait des recrutements de magistrats, des recrutements d'assistants de justice, des recrutements de greffiers. Ça permettrait d'augmenter d'à peu près 40% les effectifs. Et par ailleurs, l'autre moitié, 60%, ce serait pour l'immobilier judiciaire et pour le numérique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les procédures sont aussi longues? C'est parce que tout ce qui est procédure numérique est encore complètement balbutiante. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'une justice qui juge vite. Vous le connaissez la phrase. Le problème d'une sanction, c'est pas sa dureté, c'est sa certitude. Il faut qu'elle soit rapide. Une justice lente, c'est une justice injuste. Justement sur l'application, et c'est une justice injuste pour les plus faibles d'entre nous. Qu'est-ce que vous faites pour l'application des peines alors que les prisons sont pleines, qu'une construction de prison prend du temps? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, dans les prochains mois, pour les détenus qui seraient incarcérés? D'abord, avant de répondre à votre question, je veux sur la rapidité de la sanction. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au pénal, la comparution immédiate devienne la règle pour tous les flagrants délits. Un flagrant délit, on connaît l'auteur.
On connaît l'auteur. Souvenez-vous, quand le président de la République a été giflé, l'auteur est passé en flagrant délit, en comparution immédiate et avec mise sous écrou immédiate. Ça, c'est juste. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe pour le policier de la Duchère que j'ai vu l'autre jour, qui s'est fait insulter, agresser, classement sans suite, pour le maire de la Drôme que j'ai rencontré il y a quelques semaines, agressé par un de ses concitoyens, classement sans suite. Donc on a 70% de classement sans suite, parce que la justice est embolisée, parce qu'elle n'a pas les moyens de poursuivre. Donc comparution immédiate pour tous les flagrants délits. Et puis après, il y a la question de l'exécution des peines. Et vous le savez, aujourd'hui, 80 000 peines ne sont pas exécutées. Et la moitié de ces 80 000 peines ont été prononcées en 2019. Donc comment on fait concrètement ? Concrètement, on essaie d'inventer des solutions nouvelles. Parce que ces prisons, ces places de prison, on ne va pas les construire dans les 6 mois. Et si on veut que ça change, il faut que les multirécidivistes, qui sont à l'origine, c'est une étude britannique qui le dit, les multirécidivistes, les 5-10% de multirécidivistes, sont à l'origine de 60% des délits commis sur notre sol. Eh bien, ils sont en général condamnés à des peines de prison ferme, qui en général ne peuvent pas être exécutées parce que les prisons sont pleines. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On leur met un bracelet électronique et on les renvoie chez eux, dans leur quartier, ce qui est évidemment une provocation ultime pour les victimes. Alors, on les met où, Valérie Pécresse ? Alors, moi, ce que je propose, c'est de créer des centres fermés pour majeurs. Les centres fermés pour majeurs, c'est quoi ? C'est on utilise des anciennes casernes, on utilise des bâtiments publics désaffectés. Ça va plus vite à mettre et on utilise. Place. Oui, ça va beaucoup plus vite. Ça existe déjà. Ils sont déjà construits. Mais avec quel personnel ? Faut recruter des personnels. Et vous leur mettez des bracelets électroniques. Donc mais au lieu de renvoyer, en les mettant dans une caserne. Oui, parce que on les incarcère dans ce lieu avec des bracelets électroniques géolocalisés. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous sortez de ce lieu, à ce moment-là, vous allez vraiment en prison. Et qui les surveille ? De l'administration pénitentiaire. Qu'il faut recruter, absolument. Mais donc tout ça, quand même, prend du temps. Non, ça peut se faire de manière très rapide puisque les bâtiments sont déjà construits et puisqu'on invente un nouveau lieu de détention qui n'est pas une prison avec toutes les normes de sécurité d'une prison. Mais ça permet quoi ? Les multirécidivistes, comme vous dites, en général, n'ont pas de bracelet. Pour la grande partie d'entre eux, ils sont incarcérés parce qu'il y a une deuxième commission de fait. Enfin, c'est ce que disent les magistrats, les avocats, ils sont assez consensuels. Je vais vous emmener avec moi. Avec moi en Seine-Saint-Denis. Vous allez voir des multirécidivistes sous bracelet électronique. Vous verrez quel est leur casier judiciaire. Voilà en tous les cas ce qu'ils disent. Juste une question, puisque vous en parliez dans la première question, sur vos politiques en matière d'immigration, Adrien Gindre. Oui, dans ce congrès LR, on a entendu certains de vos adversaires faire les propositions comme un moratoire sur l'immigration. C'est le cas de Michel Barnier, qui va même d'ailleurs un petit peu plus loin, qui dit qu'il faudrait que la France retrouve sa souveraineté juridique sur ces questions-là, quitte à s'affranchir des règles européennes. Est-ce que vous partagez ces propositions ? Alors d'abord, l'immigration zéro, c'est absolument impossible. Que ce soit Marine Le Pen, Monsieur Zemmour ou tous ceux qui disent on va tout arrêter, tous ceux qui disent on va tout arrêter en avril, c'est pas possible. Ça n'est pas crédible. Mot pour tout, vous trouvez ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne commande pas les propositions des uns et des autres. Ce que je dis, c'est que dire qu'on aura une immigration zéro en 2022, c'est totalement impossible, ça n'est pas crédible. Pourquoi ça n'est pas crédible ? Parce qu'il y a d'abord une immigration de travail. Vous le savez, un certain nombre d'entreprises, d'agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre étrangère. Et d'ailleurs, il y a des quotas déjà de migration de travail. Donc ça, on maintiendra cette immigration. Des immigrations étudiantes. Dès lors que les étudiants ont le niveau pour venir en France, et ça suppose d'ailleurs qu'on mette en place des examens de français obligatoire avant la délivrance de tout titre de séjour. Et on ne va pas freiner l'immigration étudiante. La France, c'est un grand pays qui rayonne. Et sur l'immigration familiale, là encore, l'objectif pour moi, c'est d'avoir le choix des étrangers qu'on accueille. C'est donc la loi constitutionnelle que j'ai proposée. C'est une loi qui est exigeante, qui nécessitera du courage, qui devra être adoptée par référendum, et dans laquelle je propose qu'on ait des quotas migratoires par pays, par type d'immigration, familiale, de travail ou étudiante, et que ces quotas soient votés par le Parlement chaque année. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a dépassé les quotas de l'année, c'est l'année prochaine. Voilà. Et donc ça permet de stopper l'immigration incontrôlée. Ça permet de diviser par 2, ce qui serait déjà très ambitieux, diviser par 2 le nombre de titres de séjour octroyés. Et puis on conditionnerait ces titres de séjour à un examen de français obligatoire. Nicolas Sarkozy le proposait déjà, François Fillon l'a repris. On a l'impression que la droite n'arrive pas à avancer sur ces propositions. Il ne vous a pas échappé qu'on a perdu les élections. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant que vous avez gagné ? On l'a proposé en 2017 pour les élections et on les a perdus. Pour vous, ces problèmes n'existaient pas, ceux que vous
expliquer qu'ils existent aujourd'hui n'existaient pas quand vous étiez au pouvoir. On est aujourd'hui... Quand nous étions, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, quand nous étions au pouvoir, il y avait déjà des problèmes d'intégration et d'immigration, mais les chiffres des demandes d'asile, par exemple, aujourd'hui, c'est 135 000 en 2019, c'était moins de 60 000 il y a 10 ans. Donc on voit bien que les choses ont explosé. De la même façon, sur les mineurs non accompagnés, aujourd'hui, on est à 40 000 mineurs non accompagnés, qui ne sont d'ailleurs pas tous mineurs, dans les départements. On était à moins de 10 000 il y a 10 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a une flambée du problème qui justifie qu'on le prenne vraiment à bras-le-corps. Pour ceux qui rentrent légalement dans le pays, qui souhaitent y rester et qui souhaitent devenir français, est-ce que vous changez les règles? Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on acquiert la nationalité française trop facilement? Est-ce que vous souhaitez durcir ces conditions d'accès? Pour moi, la naturalisation, on doit l'obtenir quand on donne des garanties d'assimilation, c'est ce que dit le Code civil, aux lois et aux valeurs de la République. Donc il faut conditionner cette naturalisation à la fois à la régularité du séjour, bien sûr, mais aussi à des règles d'assimilation. Il faut vérifier ces règles du Code civil. En revanche, sur les quotas, j'y reviens parce que c'est important, ça nécessite aussi de renégocier tous les accords que nous avons avec les pays d'origine, et notamment les pays du Maghreb, les pays d'Afrique subsaharienne, avec un principe très simple. Si vous voulez des visas pour venir, eh bien, il faut reprendre vos clandestins. C'est-à-dire qu'on n'accordera pas de visa s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire pour le retour des clandestins. La France on n'a pas vocation à fouler aux pieds les frontières françaises et les règles françaises. Sur ces questions-là, Éric Zemmour notamment et Marine Le Pen disent qu'on est sous le joug de l'Europe. Voilà ce qu'ils disent. 44%. On ne peut rien faire parce qu'il y a les juridictions européennes. Qu'est-ce que vous faites, vous, Valérie Pécresse, présidente, quand on voit par exemple la Cour constitutionnelle polonaise a réaffirmé la primauté des lois constitutionnelles polonaises sur le droit européen? Bruxelles dit à la Pologne, en fait, vous sortez de fait de l'Europe. Est-ce qu'ils ont tort? Alors, il y a deux sujets. Le sujet est complexe, il y a deux sujets. Il y a un sujet juridique et un sujet politique. Le sujet juridique, c'est de savoir si chaque pays de l'Union européenne a une part de souveraineté, c'est ce qu'on appelle son identité constitutionnelle, une part de souveraineté qui n'est pas soluble dans l'Europe. Moi, je dis oui. C'est-à-dire, je ne suis pas la seule. Attendez. Je ne suis pas la seule à le dire. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe l'a dit pour l'Allemagne, s'agissant de la monnaie unique. Nous avons une identité constitutionnelle qui n'est pas soluble dans les traités européens, mais surtout pas. Et vous trouvez que ça a été trop oublié ces derniers temps? Mais surtout pas toujours dans les décisions qui sont rendues par les cours européennes. Chaque juge peut être faillible et peut prendre des décisions qui sont contraires. Je prends un exemple pour être très clair. Appliquer à nos militaires la loi sur le temps de travail, c'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne. Ça me paraît totalement contraire à l'identité constitutionnelle de la France. Donc c'est l'Europe à la carte. La France, la France est la seule grande puissance militaire de l'Union européenne. C'est une décision qui peut porter atteinte à ses intérêts stratégiques. Ça, c'est la question juridique. Nous avons une identité constitutionnelle que nous devons pouvoir faire valoir, y compris en matière migratoire, si nous votons la loi constitutionnelle que je propose. Alors, et puis, il y a une deuxième question. Monsieur Spartouche, oui. elle est très importante. Il y a une question politique. Est-ce que l'identité constitutionnelle des pays européens est contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne, aux libertés publiques et à l'état de droit? Ça, c'est la question qui se pose à la Pologne, comme elle s'est posée à la Hongrie il y a quelque temps. Si la Pologne refuse d'avoir une justice impartiale, si elle refuse d'avoir une justice indépendante, ça, c'est contraire à l'idéal européen. Donc et la Pologne doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire, soit elle se met en accord avec les grands principes qui fondent l'Europe, principe de l'état de droit, principe des juridictions indépendantes, soit elle décide de quitter l'Europe. Mais ça, c'est une question politique. Vous voyez qu'il y a une question juridique. Quelle est la place du droit européen et des constitutions et quel est l'idéal européen? Moi, j'adhère à un idéal européen dans lequel il y a des libertés publiques. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, quand M. Orban avait limité les droits en Hongrie, j'avais été la première aux Républicains à dire qu'ils devaient faire l'objet d'une procédure article 7. Et on se revient en France dans la perspective de la présidentielle, Adrien Gindre. Il y a quelques semaines, à votre place, Éric Ciotti nous indiquait qu'en cas de second tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, il voterait pour Éric Zemmour. Quel serait votre choix?
Mais il n'y aura pas ce choix. Il n'y aura pas ce choix. Aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que c'est le candidat de la droite qui sera au deuxième tour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Non, mais vous ne dites pas naturellement que vous voterez Macron dans ce cas-là. Parce que vous dites qu'il n'y aura pas ce choix. Imaginons qu'il y ait ce choix. Alors, c'est quand même incroyable. Moi, je n'accepte pas qu'on aille dans un combat politique en envisageant la défaite. Enfin, personne ne peut faire ça. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On peut dire quelles sont les valeurs que l'on partage Aujourd'hui, écoutez, nous avons dit les choses très clairement. Éric Zemmour veut l'alliance avec l'extrême droite. Il ne partage donc pas les valeurs de la droite. Emmanuel Macron est un président qui a échoué. Donc, qu'est-ce que nous voulons incarner ? La troisième voie. Pourquoi je crois que la droite sera au deuxième tour ? Je vais vous le dire pourquoi je crois que la droite sera au deuxième tour. C'est parce que tout simplement nous avons les bonnes solutions pour la France, que ce soit en matière migratoire, que ce soit en matière de redressement de l'école, que ce soit en matière de redressement des comptes, que ce soit en matière de justice. Aucun de vous n'est au second tour, ni vous, ni Xavier Bertrand, ni Michel Barnier, dans les sondages, n'est au second tour. Mais d'abord, il faut attendre que nous ayons un candidat unique. Je pense que ça donnera de l'élan à notre candidature, parce que nous serons tous évidemment derrière ceux ou cette candidates. Et puis, par ailleurs, il faut à un moment donné qu'on s'intéresse au fond des propositions. Alors, moi, je n'ai pas entendu de proposition du côté d'Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour est d'extrême droite ? Est-ce que vous jugez qu'il ne fait pas partie de votre famille politique, les Républicains ? C'est clairement quelqu'un qui prône l'alliance avec l'extrême droite. Donc c'est un allié de l'extrême droite. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un allié de l'extrême droite. Ah oui. C'est lui qui le dit. La parole aux auditeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Aux électeurs. Merci au jingle de me le rappeler. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse. Nous avons reçu une question d'un internaute qui répond justement aux questions précédentes sur Éric Zemmour. Il veut savoir, que dites-vous aux électeurs de droite qui pensent, eux, que la vraie droite se trouve chez Éric Zemmour ? Sachant que selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, il y a un quart des électeurs LR qui se disent prêts à voter pour Éric Zemmour. Je leur dis qu'en avril, ils devront faire un choix en conscience. Et ce choix, ce sera celui de la crédibilité. La crédibilité, c'est comment réformer la justice de notre pays. La crédibilité, c'est comment conduire une réforme de l'école. La crédibilité, c'est comment gérer les comptes de la nation. Et je crois que le choix de la crédibilité, ce sera le choix de la droite. Et Éric Zemmour n'est pas crédible pour vous, c'est ce que vous nous dites. Je dis que le choix de la crédibilité, c'est nous. Autre question. Oui, alors c'est un débat qui revient à chaque élection. Est-ce qu'il faut instaurer le droit de vote accessible à partir de 16 ans ? Donc cette semaine, c'est Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui a remis une nouvelle fois le sujet sur la table. Et le maire de Vinzieux, qui a été élu à 18 ans lors des dernières élections municipales, Hugo Biolay, lui, a choisi de vous interpeller sur ce sujet. Écoutez-le. Bonjour Madame Pécresse, je voudrais vous questionner sur la confiance que l'on porte en notre jeunesse et son lien avec l'abstention. Lien que l'on peut faire si on regarde la politique de nos voisins. Ainsi, pour ou contre donner la possibilité à des plus jeunes de voter, notamment aux élections municipales. Moi, je ne suis pas favorable. Je pense qu'il y a... Parce que je crois qu'il y a un âge où on passe le bac. Il y a un âge où on commence à voter. Et cet âge, c'est 18 ans. Pour moi, c'est assez sacré. Et je pense que c'est le bon âge. Voilà. Et ça ne pourrait pas permettre pour vous de réduire le taux d'abstention, de permettre à la jeunesse de s'impliquer davantage dans la vie politique ? Les jeunes de 18 à 25 ans votent peu, et pourtant ils ont le droit de vote. Donc je ne suis pas sûre qu'abaisser l'âge soit un élément. Je pense que ce qui sera un élément pour les convaincre, ce sera de parler d'eux, de parler de leur avenir, de parler justement de comment on les aide à poursuivre leurs études, comment on leur donne une deuxième chance s'ils ont trébuché, comment est-ce qu'on leur ouvre les portes de l'emploi, comment on sauvera la planète. Je pense que c'est ça qui les intéressera. Oui, alors une enquête RTL a révélé qu'un ascenseur tombe en panne en moyenne 10 fois par an en Île-de-France. Donc c'est selon l'association Exigence Ascenseur qui regroupe de nombreux bailleurs sociaux de la région. Donc vous êtes présidente de la région Île-de-France, en plus d'être candidate à l'élection présidentielle. Et Samira, elle est directement impactée par ce problème et elle a une question pour vous. Écoutez-la. Bonjour, aujourd'hui les pannes d'ascenseur dans les immeubles collectifs empoisonnent la vie quotidienne des habitants. Familles avec enfants, femmes enceintes, personnes porteurs de handicap. Comment comptez-vous lutter efficacement contre ce fléau ? Car plus d'ascenseurs, c'est être confiné sans confinement. Oui, c'est un vrai drame qui se produit malheureusement beaucoup trop souvent et notamment dans le parc social. Donc moi, je propose deux choses. D'abord, d'aider un certain nombre d'associations, notamment des associations qui permettent
de transporter les personnes jusqu'en haut de leur étage avec des matériels adaptés. Et là, nous aurons des subventions et des jeunes du service civique qui viendront aider ces associations. Et quand il y a une panne, moi j'ai proposé dans mon programme de créer une brigade régionale des ascenseurs avec les ascenseuristes professionnels pour avoir des dépanneurs, si vous voulez, un peu le SAMU des ascenseurs pour aller dépanner lorsque c'est nécessaire. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. À la semaine prochaine.